Bonjour à toutes et à tous, je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média et à la web radio R 212. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage qui traverse les frontières et les océans pour interroger un paradoxe qui nous concerne toutes et tous. Savez-vous que des millions de Marocaines et Marocains vivent à l'étranger et envoient chaque année des dizaines de milliards de dirhams vers notre pays ? Cette diaspora, qu'on appelle Marocains du monde, est un moteur économique, social et culturel. Pourtant, lorsqu'il s'agit de participer aux décisions politiques, leur voix semble s'évanouir. Dans cette chronique, je vais partager avec vous mon regard, parfois ironique, souvent interrogatif, sur cette situation. Pourquoi nos concitoyens de l'étranger sont-ils si peu représentés à Rabat ? Comment en est-on arrivé là ? Et surtout, quelles pistes peuvent être envisagées pour leur donner la place qu'ils méritent dans la vie publique ? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. L'histoire que je vais vous raconter parle de liens, d'injustice, de créativité et peut-être d'avenir. Chaque été, nos ports et nos aéroports débordent de familles revenant de Paris, Madrid, Montréal ou Doha. Ils débarquent avec des valises pleines de cadeaux, des esprits pleins de projets et une nostalgie mêlée de fierté. Ils investissent dans la maison familiale, financent les études de la petite cousine, participent à toutes les fêtes du village. Puis ils repartent, laissant leurs proches et un pays qui encaisse les remises, mais oublie de les associer aux décisions importantes. Plus de 5 millions de Marocains vivent à l'étranger, soit environ un habitant sur 6. En 2024, ils ont transféré vers la mère patrie plus de 117 milliards de dirhams. Pour notre économie, ils sont une bouffée d'oxygène. Pour nos responsables politiques, ils sont souvent un slogan qu'on invoque au moment des discours. Et dès que l'on prononce le mot « élection », les murs semblent se refermer autour d'eux. Cette situation porte un nom, le syndrome du porte-monnaie sans parole. Comment expliquer qu'une communauté aussi vitale soit tenue à distance des décisions qui la concernent ? Dans cette première partie, je m'interroge sur ce paradoxe et j'invite chacun à réfléchir à la valeur réelle du terme citoyenneté quand on vit entre Tanger et Toronto. Mais je m'interroge, et si le cadre légal était plus avancé qu'on ne le croit ? Depuis 2011, la Constitution marocaine garantit aux expatriés le droit de vote et d'éligibilité. Magnifique sur le papier. Mais entre la théorie et la pratique, il y a autant de distance qu'entre Fès et Vancouver. Pour glisser un bulletin dans l'urne, il faut d'abord s'inscrire sur une liste électorale nationale, puis se déplacer au Maroc le jour du scrutin ou signer une procuration. Faire confiance à un cousin pour voter à votre place n'a rien d'évident. Le vote électronique, quant à lui, demeure une chimère dont on parle depuis des décennies. Les bureaux de vote dans les consulats sont jugés trop coûteux et trop compliqués. Le résultat, un système qui décourage même les plus motivés. La participation des MRE reste anémique et leurs préoccupations se perdent dans les couloirs des ministères. Ce fossé entre un texte constitutionnel avant-gardiste et des pratiques archaïques est au cœur du malaise. Comment en sortir ? En posant la question, je ne cherche pas à blâmer, mais à comprendre pourquoi l'engagement citoyen se heurte à tant d'obstacles. Peut-être devons-nous regarder comment nos voisins européens ont relevé ce défi. Mais avant d'aller voir ailleurs, comment nos lois tentent-elles de colmater les brèches ? En 2021, pour faire taire les critiques, le Parlement a imposé à chaque parti souhaitant toucher des subventions d'investir une femme résidant à l'étranger en tête d'une liste régionale. Un geste progressiste en apparence, mais un écran de fumée selon plusieurs observateurs. Certes, quelques Marocaines de la diaspora ont été élues, elles ont été mises en avant comme des preuves d'ouverture, mais la réalité est plus nuancée. Bon nombre de responsables admettent en coulisses qu'ils ont placé ces candidates dans des circonscriptions imprenables juste pour cocher la case. Faute de sanctions financières réelles, certains partis contournent carrément la règle. Résultat, peu d'élus, peu de voix et encore moins de propositions portées par ces femmes. Cette mesure dévoile surtout un malaise plus profond. Notre système politique peine à se mettre à l'heure de la mondialisation. Alors que nos jeunes rêvent de start-up et de mobilité internationale, l'organisation de nos scrutins semble bloquée au siècle dernier.
Comment éviter que les initiatives destinées à la diaspora ne se transforment en coups de communication? Il suffit peut-être de regarder ce qui se passe au-delà des frontières. Pendant que nous tergiversons, nos voisins ont pris le problème à bras-le-corps. La France compte 11 députés et 12 sénateurs représentant les Français de l'étranger. L'Italie réserve 12 sièges de députés et 6 de sénateurs à ses expatriés. Le Portugal, plus modeste, alloue 4 sièges à sa diaspora et dispose d'un conseil des communautés très actif. Ces pays n'ont pas sombré sous le poids des idées importées. Au contraire, ils y trouvent des bénéfices, une diplomatie renforcée, des investissements dirigés, un rayonnement culturel. Alors pourquoi ne pas s'en inspirer? Évidemment, le Maroc ne peut pas copier-coller ces modèles. Le contexte institutionnel et politique est différent. Mais rien n'empêche d'adapter ces approches à notre réalité. Créer quelques sièges dédiés, organiser des élections pilotes en ligne ou instaurer un conseil consultatif des Marocains du monde pour faire remonter les doléances et proposer des lois. Ces exemples montrent qu'il est possible de donner une place aux citoyens d'ailleurs sans déstabiliser l'équilibre interne. Lors, qu'en pensent les Marocains du monde eux-mêmes et quelles propositions émergent ici et là? Dans les cafés de Bruxelles et de Montréal, comme sur les groupes WhatsApp, une idée revient souvent. Réserver un tiers des sièges du Parlement aux candidats de la diaspora. Ses partisans y voient une manière d'assurer une voix forte aux MRE et de renouveler le personnel politique. Ses détracteurs craignent la création d'une élite déconnectée des réalités locales. D'autres pistes sont moins polarisantes, la création d'un secrétariat d'État dédié aux Marocains du monde, rattaché au chef du gouvernement, pour coordonner les politiques, simplifier les procédures et défendre les droits des expatriés. Ouvrir les conseils régionaux aux représentants des MRE permettrait aussi de renforcer le lien avec les territoires d'origine, en particulier dans les régions où l'émigration est massive. Ces propositions montrent qu'il existe des solutions concrètes pour passer de la parole aux actes. Elles nécessitent du courage politique et une vision à long terme. Mais au-delà des mesures techniques, une chose est sûre, il est temps d'oser. Partager un peu le pouvoir n'a jamais été simple, mais c'est peut-être le secret d'une démocratie vivante. Au final, la question qui fâche est simple. Sommes-nous prêts à partager un peu, soit-il le pouvoir avec nos concitoyens de l'étranger, ou préférons-nous continuer à leur envoyer des formulaires de procuration et des messages de remerciement en août? Les jeunes générations, nées entre Rabat et Rotterdam, ne se reconnaissent ni dans les discours compassés, ni dans les structures rigides de nos partis. Elles réclament des plateformes participatives, des outils numériques et un débat ouvert. Le Maroc a su se réinventer dans bien des domaines, de la Moudawana aux énergies renouvelables. Il peut aussi réussir ce nouveau défi. En donnant une voix à sa diaspora, le pays ne fera pas que reconnaître une réalité démographique. Il réaffirmera surtout qu'être marocain, c'est appartenir à un projet collectif, où que l'on vive. Alors, faisons preuve d'audace, ouvrons le dialogue et acceptons que notre démocratie se nourrisse des expériences du monde entier. Et à très bientôt si vous le voulez bien.